Salut les gamers, salut les gameuses. Aujourd'hui nous allons parler d'une arme tirée de l'univers sombre de Castlevania. Pour ceux qui ne connaissent pas, Castlevania, connu sous le nom d'Akumajo Dracula au Japon, est une série de jeux vidéo action-aventure qui a débuté en 1986 et qui a dépassé les 20 épisodes. Cette série, éditée par Konami et conçue par Hideo Kojima, est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire du jeu vidéo. Et justement, dans cette série, il existe une arme particulière, symbole d'une famille transylvanienne, celle des Belmont, combattant vampires, loups-garous et autres monstres mythiques, mais surtout Dracula. Et elle se nomme la Croix de combat, connue aussi sous le nom de tueuse de vampires. À l'origine, cette arme était un fouet. Chaque héros de chaque jeu Castlevania en possédait un. Mais c'est à partir du reboot de Lord of Shadow, qui est sorti en 2013, que cette arme est devenue la Croix de combat. Et je vais tout vous raconter sur son histoire du temps où elle avait encore l'apparence d'un fouet et avant qu'elle ne porte le nom de tueuse de vampires. Tout a commencé en 1094 dans le chapitre Lament of Innocence. Une compagnie de preux chevaliers, combattants païens et hérétiques au nom de Dieu, avait acquis la réputation d'être invincible grâce à deux hommes. Le baron Léon Belmont, un grand combattant qui n'avait d'égal que son courage, et le seigneur Matthias Krogvist, un tacticien de génie possédant une érudition exceptionnelle. Tous deux étaient liés par une vieille amitié et ils se vouaient l'un à l'autre une confiance absolue. Un jour, Léon apprit qu'une mystérieuse armée de monstres était apparue dans son propre domaine. L'Église interdisait aux chevaliers de haut rang tout combat non autorisé. C'est pour cela que Léon demanda la permission d'agir. Mais l'Église se préoccupait plus des païens que des monstres et refusèrent d'accéder à sa requête. Une nuit, Mathias confia à Léon que les monstres qui se sont attaqués à son domaine étaient liés à un vampire vivant dans un château dans la forêt de la nuit éternelle, et qu'il avait kidnappé Sarah, la bien-aimée de Léon. Alors, Léon prit la décision de contredire les ordres de l'Église et de renoncer à son titre de baron afin de pouvoir la sauver. Alors qu'il pénétrait dans la forêt, Léon fit la connaissance de Rinaldo Gandolfi, un vieil alchimiste vivant une existence d'ermite. Rinaldo expliqua que le vampire en question se nommait Walter Bernard et qu'il se délectait de jouer avec les vies humaines. Il avait tenté de le vaincre par le passé, mais sans succès. C'est pour cela qu'il aide les autres chasseurs à tenter leur chance. Pour l'aider dans sa quête, Rinaldo donne à Léon son fameux fouet de l'alchimie et lui explique ce qu'est l'alchimie. Ce faisant, il lui révéla que sa connaissance de l'alchimie lui venait de Mathias, ce qui ne manqua pas de surprendre Léon. Les arts de l'alchimie étaient en effet transmis oralement dans la famille de Mathias et de génération en génération. Grâce au fouet et aux nouvelles connaissances qu'il a acquises, Léon est entré dans le château, résolu toutes les énigmes servant de protection, tué tous les ennemis qui se sont mis en travers de sa route et réussi à se retrouver nez à nez avec Walter. Mystérieusement, lors du combat, le fouet était complètement inefficace face à ce vampire. Ce dernier, reconnaissant l'arme de Léon, décida généreusement de relâcher Sarah. Après que ce dernier ait disparu, Léon quitta le château en compagnie de sa bien-aimée. Hélas, en approchant de l'habitat de Rinaldo, les défenses magiques ont réagi en présence de Sarah. L'alchimiste vit que cette pauvre demoiselle a été mordue par le vampire. Pour la libérer du maléfice, il fallait tuer Walter, le plus vite possible. Et Léon expliqua à Rinaldo que son fouet n'avait pas fonctionné. Le vieil homme raconta que le fouet avait réagi exactement pareil avec lui quand il s'était retrouvé lui aussi face au vampire. La conclusion était que l'alchimie du fouet était incomplète. Il lui manquait un dernier ingrédient afin de le rendre 100% efficace. Il lui fallait l'âme d'une personne contaminée par un vampire. Comprenant que la voie pour sauver la femme qu'il aime était sans issue, Léon était complètement effondré. Ayant écouté la conversation, Sarah souhaita que son bien-aimé la tue pour achever l'arme afin de tuer Walter et ainsi
éviter que d'autres personnes comme elle subissent le même sort. Se résignant à lui faire la promesse d'accomplir sa dernière volonté, Léon mit fin au jour de Sarah, et ainsi le sort du fouet fut enfin achevé. Et c'est avec le cœur lourd que Léon allait tenir sa promesse en retournant au château afin d'en découdre à nouveau avec Walter. Mais cette fois, le coup de fouet porté sur le vampire a réussi à le blesser. Le sacrifice de Sarah. C'était le prix à payer pour obtenir le pouvoir de combattre les ténèbres, et Walter fut vaincu. Mais avant qu'il ne meure, la mort elle-même est apparue, et profite du moment de faiblesse du vampire pour lui voler son âme. Avant même que Léon comprenne ce qu'il se passe, la mort, une fois l'âme en sa possession, prononça ces mots. Après que le rituel est terminé, la mort disparut pour laisser place à la personne à qui il a offert l'âme, Mathias Krogvist, le fameux frère de bataille de Belmont. Complètement désorienté, Léon demanda ce qu'il se passe. Mathias expliqua qu'il avait besoin de l'âme d'un vampire puissant pour en devenir un et que pour ça, il a manipulé tout le monde, Léon, Sarah, Rinaldo et même Walter. Mathias a décidé d'abandonner son humanité afin de devenir un vampire pour obtenir la vie éternelle et ainsi avoir la possibilité de prendre sa revanche sur Dieu. La raison est qu'il a risqué sa vie et combattu au nom de Dieu, tout comme Léon, mais malgré tout ce qu'il a fait, Dieu lui a impitoyablement volé celle qu'il aimait le plus au monde, Elisabeth Krogvist, sa femme, alors que la seule chose qu'il voulait, c'était sa sécurité. Pour Léon, la vie limitée est le décret divin. Alors, il a décidé de défier son ami. Sachant ce que Belmont avait aussi traversé, Mathias lui propose, au nom de leur amitié, de le rejoindre et ainsi obtenir lui aussi la vie éternelle. Léon comprit les raisons de son ami. Après tout, il a lutté aussi au nom de Dieu. Il vient de perdre sa bien-aimée Sarah, et c'est aussi grâce à cette même haine qu'il a réussi à trouver la force de vaincre Walter. Mais il avait promis de respecter les dernières volontés de Sarah, empêcher que d'autres subissent le même sort. Il se devait de respecter sa volonté. C'est tout ce qu'il pouvait faire pour lui prouver son amour. L'immortalité sans elle ne serait qu'un vide immense. Ce fut sa réponse. Mathias fut déçu par son refus. Il décida de partir, mais avant de se transformer en chauve-souris et de quitter le château, il ordonna à la mort d'en finir avec son ami. Mais Léon avait acquis le pouvoir de combattre les ténèbres. Bien que la mort possède des pouvoirs divins, il ne faisait pas exception, et le fouet eut raison de lui. Malheureusement, tant que Mathias, son maître, appartiendra au monde des vivants, la mort reviendra. Léon décida de lui laisser un message afin de le transmettre à Mathias. This whip and my kinsman will destroy you someday. From this day on, the Belmont clan will hunt the night. Une fois le message délivré et la mort vaincue, Léon quitta le château qui s'écroula, et la lumière du jour illumina la forêt de la nuit éternelle. C'est ainsi que finit l'origine du fouet et le chapitre Lament of Innocence de Castlevania. Au fur et à mesure des histoires Castlevania, le fouet fut transmis de génération en génération dans leur lutte contre les ténèbres. Et comme expliqué plus tôt dans la vidéo, le chapitre avec Gabriel Belmont dans Lord of Shadow, sorti en 2013, a fait évoluer le fouet pour en faire la croix de combat. Cette évolution a été réalisée avec les fragments des clous qui ont servi à crucifier le Christ, une chaîne extensible afin de toujours la manipuler comme un fouet, et enfin un pieu a été monté sur son pommeau. Et toutes ces améliorations lui ont donné son fameux surnom de tueuse de vampires. Mais en suivant son histoire,
nous découvrons que la suite de son existence est pour le moins tragique. Dans les DLC de Lord of Shadow, Gabriel devait éviter le retour de l'oublié, un démon qui avait été scellé dans une faille dimensionnelle par la confrérie de la lumière. Afin d'entrer dans son univers pour l'affronter, Gabriel n'avait d'autre choix que de se transformer en vampire. Après un vécu difficile, de nombreuses déceptions et de trahisons, il a considéré qu'il n'avait plus rien à perdre et a donc décidé de renoncer à son humanité. À la fin de son combat contre l'oublié, qu'il était sur le point de perdre, Gabriel absorba le pouvoir des enfers et obtient une puissance phénoménale. Après avoir achevé le démon, il avait atteint le point de non-retour et décida de briser la fameuse croix de combat. Ce geste est symbolique. Il montre son renoncement à son combat au nom de Dieu, de la confrérie, ainsi qu'à son serment de protéger l'humanité. Et il le devint Dracula, le dragon et seigneur des ténèbres. Des années plus tard, le petit-fils de Gabriel, Victor Belmont, dernier de la lignée de cette illustre famille et commandant de la confrérie, a réussi à récupérer les artefacts de son grand-père. Mais malgré leur utilité maintes fois prouvée, la réparation de la croix ainsi que les compétences propres au Belmont, Victor se fera transpercer le cœur par une statue rendue vivante par un acolyte de l'archange Satan dans le chapitre Lord of Shadow 2. À l'heure d'aujourd'hui, sauf si dans le futur il y a un Lord of Shadow 3, la croix de combat gît aux côtés de la dépouille de Victor, abandonnée au milieu des ruines de Castlevania City. Et voilà, nous arrivons au terme de l'histoire de la croix de combat ainsi que de mon épisode. J'espère sincèrement que cela vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous!